Entreprises et leaders se trouvent confrontés à de multiples défis dans un monde en quête de durabilité et marqué par les nouvelles technologies. Quelle place pour l'humain ? Comment créer l'engagement des collaborateurs dans des structures en mouvement ? Et quel est l'impact de la culture sur la performance des entreprises ? Découvrons ensemble comment des entreprises innovantes portent ces visions et parviennent à générer de la valeur. Bienvenue dans l'Expérience Inédite, un podcast créé par OnePoint qui vous partage des expériences collaborateurs impactantes et réussies. Bonjour, bienvenue dans le podcast Expérience Inédite. Aujourd'hui, nous allons parler lien entre culture et performance et notamment voir comment les collaborateurs et l'expérience collaborateur peut être clé dans ces sujets-là. J'accueille aujourd'hui Emri Jakia, président de Acamif, mais également cofondateur des entreprises à mission au niveau français et ambassadeur au niveau européen. Merci Emri d'être là et bienvenue. Bonjour Amandine. Si justement je te parle de la culture d'entreprise, à ton avis, qu'est-ce que c'est ? Quels en sont les ingrédients clés ? La culture d'entreprise, c'est fondamental d'abord. C'est ce qui fait qu'on se retrouve bien dans une organisation, bien dans une entreprise et que les équipes ont l'impression de partager quelque chose qui est singulier et qui est lié à plein de choses. Donc c'est difficile d'ailleurs de savoir à quoi c'est lié, mais ça peut être lié évidemment à l'histoire de l'entreprise, à ses dirigeants, à son fondateur, qui même quand il a disparu peut encore imprégner la culture d'entreprise, à des choses qui font partie des non-dits, à des choses qui sont formalisées, aux valeurs, à la mission de l'entreprise, à ses métiers, à son territoire. Et en fait, il y a toute une série comme ça d'ingrédients qui viennent faire en sorte que chaque entreprise a une culture qui est singulière. Après, moi je trouve toujours intéressant de prendre le temps de formaliser sa culture, parce qu'en en prenant conscience, ça aide à recruter les bonnes personnes, ça aide aussi aux personnes qui rejoignent l'entreprise de s'acculturer à l'entreprise, et puis ça permet de mieux travailler ensemble et de mieux vivre ensemble le projet de l'entreprise. Donc clairement, la culture est un ingrédient clé de la performance de l'entreprise. Moi j'ai eu un peu un choc des cultures. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai démarré ma vie d'entrepreneur très tôt, à l'âge de 23 ans, dans le e-commerce en 95. Et puis, en 2009, j'ai relancé Camif. Donc, j'ai quitté Paris pour aller m'installer à Niort. Et pour réinventer cette belle entreprise qui existait depuis 1947, qui était, je dirais, une coopérative créée par des instituteurs avec des valeurs fortes, justement, de la solidarité, voilà, et puis un métier, celui de la vente par correspondance, avec un gros catalogue papier que beaucoup d'entre nous ont connu, ou de nos parents ont connu, et puis cette entreprise a connu des difficultés au point de disparaître. Et moi, je me dis, derrière cette entreprise, il y a une marque qui veut dire quelque chose, qui a des valeurs, et j'étais assez persuadé qu'on pouvait réinventer cette marque pour en faire quelque chose, au fond, très moderne, et qui constituait une alternative à ce qu'a fait la grande distribution depuis 50 ans, qui a toujours consisté à aller chercher plus loin, moins cher ailleurs. Et moi, j'ai fait le pari en 2009 de miser sur un modèle purement Internet. Donc, on a abandonné le catalogue papier. Ça a été une rupture très forte dans les métiers notamment de l'entreprise, et miser sur la qualité, le développement durable et le Made in France. Et le Made in France à l'époque, c'était très ringard, mais c'était un pari audacieux. Donc j'ai apporté ça, moi j'ai apporté une vision qui avait une place pour une marque qui défend autre chose, qu'on pouvait faire avec Camif parce qu'il y avait des valeurs fortes, quelque chose de différent, de singulier, qui faisait du sens, et qu'on pouvait réinventer un modèle, une entreprise, avec un bagage quand même, parce que quand on reprend une entreprise et qu'on reprend des équipes qui ont travaillé dans une entreprise qui était une grande boîte, avec une structure assez pyramidale, très grosse boîte, donc que des petits... Alors moi, quand j'ai visité les bureaux, les locaux, parce que les locaux sont une expression de la culture d'entreprise, hein, souvent... et quand j'ai visité pour la première fois les bureaux à Niort, je me suis dit mais c'est horrible quoi. C'était des grands bâtiments un peu staliniens, il y avait que des petits bureaux, de la moquette au mur, des grands couloirs sombres et puis une grande tour, évidemment les étages supérieurs réservés à la direction et un code pour monter dans l'ascenseur. Donc j'ai assez vite compris pourquoi l'entreprise avait eu un petit peu de mal à gérer avec agilité le virage vers l'internet.
Et moi, je me suis dit, mais évidemment, je ne vais pas m'installer là. Je vais reprendre, on va se réinstaller dans le magasin Camif, qui était également à Niort, mais qui était du coup un grand open space très vide, et où on a mis tout le monde. Et là, pas de cloison, organisation, structure plate, en mode projet, parce qu'il fallait tout revoir d'un coup. On a tout changé en même temps, hein, le modèle économique de l'entreprise, l'offre, les systèmes d'information, l'organisation, la logistique, etc. J'ai fait ce qu'il faut jamais faire dans une entreprise parce que c'était le Big Bang, tout changeait en même temps et du coup on pouvait pas travailler de manière conventionnelle. Donc évidemment on pouvait pas repartir de cette entreprise en respectant ses valeurs, sa culture, son histoire et son organisation. On a tout remis à plat, on est reparti vraiment d'une feuille blanche comme si c'était un projet au fond de création d'entreprise, une start-up. Et je pensais assez naïvement que voilà mon énergie, mon caractère entrepreneurial, le mode de projet dans lequel on se situait, le fait qu'il n'y ait pas de cloison, c'était de grand open space, il n'y avait même pas de cloison à aucune des salles de réunion, elles étaient toutes en mode ouvert, et ça emporterait une nouvelle culture d'entreprise. Et au fond, au bout de deux ans, j'avais encore des gens qui venaient me dire, tu sais, Imri, à la Camif, on faisait comme ça. Oui, je dis, mais ça m'intéresse pas tellement, en fait, comment vous faisiez avant, parce que ça n'a plus rien à voir aujourd'hui, et puis il faut réinventer le modèle. Donc, et je me suis dit, au fond, assez naïvement, j'ai été très naïf, quoi. Je pensais que tout ça changerait vite, mais non. Le plus dur et le plus long, ça va être de changer la culture de l'entreprise. Et parce que abattre des cloisons physiques, c'est facile, mais changer des habitudes, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, je me suis retrouvé un peu coincé. En fait, je me suis posé la question comment on peut faire pour changer la culture de l'entreprise. Parce que ça pouvait être ni la culture d'avant de Camif, ni ma culture d'entreprise à moi. C'était forcément quelque chose de nouveau qu'il fallait revoir, réinventer et reconstruire ensemble. Et moi, je crois beaucoup à la force des expériences collectives, parce qu'elles sont marquantes, surtout quand elles sont marquantes d'ailleurs. Hein. Covid, ça a été une expérience collective très marquante où on a totalement changé nos modes de travail. Hein. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec il y a 5 ans. Tout à fait. Eh bien, là, je me suis dit, il va falloir qu'on vive ensemble une expérience collective qui soit suffisamment forte pour construire quelque chose de nouveau et peut-être nous bousculer aussi. Et donc là, j'ai décidé de faire venir une artiste en résidence dans l'entreprise, une jeune artiste française qui s'appelle Anne-Laure Maison, qui, comme son nom l'indique, travaille dans l'univers de la maison. Donc on était vraiment prédestinés pour se rencontrer. Et je lui ai proposé, en mode un peu carte blanche, de venir passer 3 mois avec nous, au milieu de l'open space dans lequel on était. Et elle a accepté. Et la première fois qu'elle arrive, donc j'annonce ça à mes collaborateurs qui étaient très sceptique. Je dis mais pourquoi il nous fait venir une artiste? On est tous sous l'eau, on a tous des projets dans tous les sens. Ça sert à rien quoi. Bon, on n'aura pas de disponibilité pour elle et tout. Mais je crois que c'est ça aussi qu'on attend d'un dirigeant. Hein. C'est parfois d'être hors du cadre et d'avoir l'audace de prendre des décisions qui sont inattendues. Parce que quand on est face à l'inattendu, on est obligé d'adopter des modes, des comportements différents. Et donc là, l'artiste arrive et elle présente son travail. Et d'ailleurs, elle commence par présenter une série de photoportraits qui sont des diptyques où elle fait un portrait d'une personne devant chez elle et une photo d'une pièce de la maison. Et on se rend compte de la ressemblance finalement entre qui on est, comment on est. Voilà, là, je suis bleu, blanc, rouge aujourd'hui. Et chez moi, j'ai 3 grands tableaux bleu, blanc, rouge, tu vois. Donc, il y a des ressemblances. Et alors, elle dit, si vous voulez, je commence ma résidence. Puis, ça sera une bonne façon de vous connaître par continuer cette série de portraits avec vous. Et là, personne n'accepte, évidemment. Elle dit, mais qui veut me recevoir ce soir? Personne. Alors donc, avec ma femme, on lève la main et on l'invite à la maison à Niort. On était en chantier, donc on se retrouve avec une photo de nous. Notre portrait, c'était avec un tas de gravats devant la maison et puis une photo d'une pièce de la maison qui était le salon avec des fils qui pendaient partout. Et cette photo se retrouve le lendemain dans l'entreprise. Et au fond, moi, ça m'a pas mal interpellé. Et après, alors, ça a fait rire tout le monde. Puis tout le monde, après, au fur et à mesure, a accepté d'accueillir Anne-Laure. Et puis, on a vu l'entreprise plein de portraits des collaborateurs qui, finalement, ont accepté de partager une part d'intimité. Et ça m'a beaucoup moins interpellé sur, au fond, quand on vient au bureau, qui vient au bureau?
Est-ce que c'est la vraie personne qui vient au bureau ou est-ce que c'est la personne avec un masque et un costume? Qui on est vraiment? Et est-ce qu'on n'a pas intérêt finalement à être vraiment soi-même au bureau? Et ça, c'est pas évident en fait, parce qu'on passe quand même un tiers de sa vie avec, de sa vie active au travail avec des collègues, et donc on a quand même intérêt à être soi-même. C'est bien, c'est mieux. Alors, et puis une des œuvres moi qui m'a beaucoup marqué chez Anne-Laure Maison, c'est que quand en nous observant travailler, elle était assez choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée. Donc elle a eu l'idée géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui faisait l'effort de se lever et aller parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les deux bureaux. Et progressivement, l'entreprise s'est tissée de plein de bandes roses pour nous rappeler en fait l'importance du lien et du vrai échange. Une entreprise, c'est de l'humain avant tout. Et donc, je crois que notre rôle en tant que manager, et moi ça a été une leçon, c'est sans doute la vraie richesse d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien. Et donc notre rôle, c'est comment on crée les conditions du lien, comment on crée les conditions de l'échange, comment on crée finalement cette envie et ce plaisir et cette joie de partager un projet ensemble. Et ça nous a mis sur la voie de plein de choses. Par exemple, nous, on est engagé dans le Made in France. Ça fait partie d'un élément structurant de notre proposition de valeur. Mais les collaborateurs qui sont à Niort, qui sont en fond du e-commerce. Donc, le Made in France, c'est presque... ils le voient pas. Donc, moi, j'ai eu envie de faire vivre l'expérience du Made in France aux collaborateurs. Donc on a, à partir de 2014, lancé un tour du Made in France où chaque année, on va à la rencontre des fabricants français avec lesquels on travaille. On invite nos collaborateurs, mais aussi des clients, pour visiter les usines, rencontrer les ouvriers, découvrir les savoir-faire qui se cachent derrière les produits. Et puis l'après-midi, on travaille même en mode collaboratif avec des ouvriers, des clients, des collaborateurs pour inventer les produits Camif de demain. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui est vraiment devenu quelque chose comme un ingrédient clé de la culture de l'entreprise, une culture très collaborative, très participative, qui embarque l'ensemble de ses parties prenantes au cœur d'un projet qui est exceptionnel et qui est très différent de ce que font les distributeurs classiques, quoi. Et voilà, donc ça a été mon premier choc des cultures, on va dire. Ça a pris du temps, mais je pense que changer une culture d'entreprise, ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est un ingrédient clé, et ça a demandé qu'on vive des expériences fortes ensemble, des expériences collectives, la résidence de l'artiste, le tour du Made in France, voilà, et qu'on lâche prise aussi. Et je pense que c'est là où après la magie opère, parce que quand on a du plaisir à se retrouver ensemble, qu'on trouve du sens au projet, alors là oui, les choses se débloquent. Et du coup, quand tu parles justement que ça prend du sens justement ensemble, tout à l'heure tu parlais aussi de performance, donc là on parle d'humain, on parle d'expérience humaine, collaborative, décalée, et tu as dit aussi que c'était là que la magie opérait. Et justement, comment cette magie t'a traduit dans un modèle qui aujourd'hui fonctionne en termes de rentabilité, même en termes de croissance. Qu'est-ce qui fait justement qu'à un moment tu t'es dit c'est grâce à cette culture que ça avance aussi dans le bon sens et qu'on a créé quelque chose de commun? Alors, ce qui fait qu'on crée du lien, parce que le lien est probablement la valeur immatérielle, une des valeurs immatérielles les plus fortes de l'entreprise. Je pense qu'entre deux entreprises qui ont strictement les mêmes bilans, quand il y a une crise qui arrive, il y en a une qui passe la crise et l'autre pas. Celle qui passe la crise, c'est celle qui a su tisser du lien fort avec ses collaborateurs, ses fournisseurs, parce qu'ils ont tous envie que cette entreprise s'en sorte et ils vont faire les efforts nécessaires. Ils vont travailler un peu plus ou ils vont accepter que leur paiement soit un peu décalé, etc. Donc il y a une entreprise qui va s'en sortir. Et cette valeur immatérielle du lien, elle est dans aucun bilan. Et pourtant, elle est vraiment au cœur de la culture de l'entreprise. Donc on voit bien déjà le lien entre le lien qu'on a su tisser avec l'ensemble de ses parties prenantes et la résilience de l'entreprise et sa robustesse, donc sa performance sur le temps long. Mais ce qui nourrit le lien avant tout, c'est ce qui nous réunit, ce qui fait sens pour nous. Et c'est le travail, nous, qu'on a fait à partir de 2013-2014 à réfléchir sur notre mission. Finalement, c'est quoi le projet Camif? C'est quoi notre raison d'être? C'est quoi la raison d'être ensemble, en fait? Et donc nous, on a eu la chance de rencontrer des chercheurs qui avaient théorisé autour d'un modèle, Blanche Ségrestin et Armand Actuel, qui étaient à la chaire théorie de l'entreprise de l'école des mines à Paris, qui pendant la crise financière se sont dit, en fait, le problème, c'est qu'on a oublié pourquoi l'entreprise existe, et à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout,
On a juste oublié pourquoi elle existe et à quoi sert l'entreprise. Et il faut redonner du sens à l'entreprise. Et pour ça, il faut inscrire dans sa table de la loi la raison d'être de l'entreprise, son objet social qui peut pas se limiter au partage du profit entre actionnaires, mais qui est un objet social étendu, l'entreprise elle a un vrai rôle, une vraie utilité dans la société. Donc il faut remettre ça dans la table de la loi de l'entreprise, dans ses statuts. Et l'entreprise doit aujourd'hui, et il y a une exigence croissante des citoyens, des consommateurs, de nos propres collaborateurs sur l'engagement de l'entreprise. Donc l'entreprise aujourd'hui, elle doit contribuer aux grands défis qui sont devant nous, qui sont des défis sociaux, environnementaux uniques dans l'histoire de l'humanité. Donc, et l'entreprise est un puissant levier de transformation de la société qu'il faut activer. Voilà. Et donc ce modèle, on se l'est appliqué nous-mêmes. Et on a commencé à faire ce qui faisait déjà partie de notre culture collaborative, faire collaborer l'ensemble des parties prenantes à redéfinir pourquoi on est ensemble. Et donc ça a mis 2 ans et demi, c'était long pour sortir 2 phrases, mais c'est parce que justement on a eu cette approche en interrogeant des clients, des collaborateurs, des fournisseurs, des acteurs du territoire, des actionnaires, sur au fond, mais pourquoi on existe? À quoi on sert? C'est une question assez existentielle. Qu'est-ce qui fait qu'on a du plaisir à travailler ensemble? Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas? Et qu'est-ce qui serait différent si tous les acteurs du marché adoptaient les bonnes pratiques de Camif? Il y aurait pas mal de choses qui changeraient. Et donc, ça a été passionnant. Ça a été un travail à la fois assez introspectif sur pourquoi l'entreprise existe, pourquoi elle a été créée, voilà, et en même temps très prospectif. Et en tant que leader, c'est un acte de leadership très fort d'affirmer une mission. Et finalement, c'est devenu la colonne vertébrale de l'entreprise. Parce que c'est ça qui fait qu'on se réunit. C'est parce qu'on partage cette envie de contribuer à une consommation plus responsable. Pour Camif, c'est ça, consommation responsable. Le Made in France, c'est plus d'emplois, c'est moins de CO2, donc c'est aussi un modèle qui est plus vertueux. Et puis, c'est arriver à embarquer tout notre écosystème pour réinventer la filière, pour qu'elle soit plus circulaire et qu'on ait des modes de production soutenables. C'est ça le projet Camif qu'on a dessiné, on a co-construit en fait, et qui est dans nos statuts depuis 2017. Et donc on a été précurseurs et pionniers sur l'entreprise à mission, et on s'est rendu compte à quel point le fait d'avoir une mission claire, en fait quand la mission est claire, elle éclaire chacun dans ses décisions au quotidien. Donc c'est aussi une façon de libérer le management de l'entreprise, et c'est du coup un ingrédient plus que clé, c'est un ingrédient central dans la culture de l'entreprise. Et du coup, quel bilan tu fais aujourd'hui si tu regardes ça avec un peu de recul? On voit bien qu'effectivement, il y a un modèle vertueux qui s'est créé. Mais là, si on prend, puisqu'on parle des années, fin des années 2000, on a parlé de 2017. Là, aujourd'hui, avec un peu de recul, où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu vois si tu fais le lien entre le parcours et... Ce que je vois avec le recul, parce qu'effectivement on a été assez précurseurs et depuis 2017 on a fait le choix d'affirmer notre mission, c'est que ça a été un levier extraordinaire d'engagement pour les collaborateurs, ça a été un levier d'innovation très fort et qui a beaucoup transformé nos métiers, notre offre, notre clientèle. Donc ça, c'était un enjeu majeur pour Camif. Et du coup, ça a été un levier de performance et même un levier pour nos actionnaires qui nous avaient fait confiance depuis le départ, qui, depuis qu'on a été racheté par la Maïf il y a 2 ans, ont trouvé une porte de sortie qu'ils auraient sans doute jamais trouvée s'il n'y avait pas eu tout ce travail de fait sur la mission de l'entreprise, etc. Donc, ça a été un levier aussi pour moi, en tant que dirigeant, pour oser des choses que probablement j'aurais jamais osé, mais qui ont été structurantes. Je prends un exemple, quand on a inscrit la mission dans les statuts en 2017, c'était le projet, c'est de défendre un modèle de consommation responsable. Donc lors d'un comité stratégique avec mes actionnaires, je dis voilà, dans 2 semaines on va fermer camif.fr parce qu'on va boycotter Black Friday. Enfin, déjà, on peut pas faire le Black Friday et en même temps défendre un modèle de consommation responsable. Là, ça va pas du tout. Donc c'est complètement orthogonal, quoi. Donc, et tu dis t'es sûr? Et je dis oui, bien sûr. Non, mais ils ont passé 2h30 à essayer de me convaincre que peut-être c'était pas la peine d'aller jusqu'à fermer, qu'on pouvait juste ne pas faire de promotion. Mais je crois que on ne changera pas le monde avec de l'eau tiède, mais avec de l'audace. Et c'est ça qu'on attend d'un dirigeant aujourd'hui. C'est qu'il incarne, avec sincérité, parfois avec radicalité, avec humilité aussi, la culture de l'entreprise, sa mission. Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on raconte? Ou, ouais, on se la raconte un peu, mais c'est... Non.
Oui, il faut que ça soit vrai parce que les premiers qui vont percevoir si c'est sincère ou pas, ou si c'est insincère, sont les collaborateurs. Et c'est eux qui peuvent transformer l'entreprise. Et aujourd'hui, toutes les entreprises font face à des enjeux de transformation énormes face aux défis qui sont devant nous. Des défis environnementaux, des défis du climat, des défis de la ressource, des défis de l'engagement, le défi de l'IA, les défis, ils s'accumulent, hein, se multiplient même. Donc, toutes les entreprises font face à une transformation majeure. Et dans ces enjeux de transfo, ce qui est super clé, c'est d'avoir une culture solide, forte, bien affirmée, et une boussole. Parce que on est dans des crises permanentes, etc. Et le fait d'avoir une boussole, cette mission, c'est la boussole, hein, eh bien, ça permet de traverser les crises et de savoir où on va aller, même si on voit rien. Donc, on est devenu la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison pour notre engagement sur la consommation responsable. Parce que ça a été un marqueur très fort de la sincérité de notre engagement sur la consommation responsable. Le boycott du Black Friday. L'année dernière, 1500 sites n'ont pas fait le Black Friday, donc ça veut dire que on avait vu juste, il y a un sujet. Est-ce qu'on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire consommer toujours plus, etc. Et la surconsommation, on sait, ça nous emmène, hein, c'est dans le mur. Les scientifiques nous le disent depuis des années. Ou est-ce qu'il y a un nouveau modèle à inventer? Et est-ce qu'il y a une économie de ce nouveau modèle où on va consommer peut-être moins mais mieux? C'est tout le projet Camif, de privilégier une consommation plus responsable. Eh bien, moi, je crois qu'il y a un nouveau modèle à inventer et que c'est la responsabilité des entreprises de le faire. Donc, ça nous a énormément aidé à recruter des nouveaux clients plus jeunes, vraiment engagés, qui cherchent à donner du sens à leur achat, qui veulent savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales, et qui choisissent Camif, justement, précisément, parce que ça correspond à ce qu'ils veulent. Hein. Donc, ça a été un levier de performance commerciale. Deuxième exemple, sur l'économie circulaire, transformer nos pratiques, transformer notre offre. Quand on dit ça en 2017, ça nous oblige à revoir les 20 000 références du catalogue Camif et à se poser davantage la question de comment sont fabriqués nos produits. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment on peut utiliser davantage de composants issus du recyclage? Et là, on se dit, on va pas pouvoir y arriver tout seul. Donc c'est pareil, culture collaborative, on embarque tout notre écosystème, des experts d'économie circulaire, des designers, des fabricants, des collaborateurs, des consommateurs pour inventer des nouveaux produits plus circulaires. Le temps long nécessaire, la coopération, et on arrive aujourd'hui à sortir des projets extrêmement innovants. Par exemple, le matelas Timothée, premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés, qui est le fruit de travail d'une coopération sur 4 ans de travail pour mettre au point ce bloc de mousse fait à partir de matelas recyclés. C'est devenu notre best-seller sur le marché de la literie. C'est évidemment une triple performance économique parce que ça protège nos marges. Là, on vient de subir 2 ans d'inflation assez forte sur les matières premières, le coût du pétrole, de l'énergie, du coup sur la mousse qui est issue du pétrole. Notre matelas, lui, il n'a pas augmenté de prix parce que c'est des matelas qui sont issus de matelas recyclés, donc nos marges ont été préservées dans cette période d'inflation. Ça crée évidemment un impact social positif, c'est que fabriqué en France, et donc quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois en France, et ça crée aussi une meilleure empreinte environnementale, c'est 45% d'émissions de CO2 en moins que le même matelas traditionnel. Donc là, on arrive à réconcilier la performance économique avec les enjeux sociaux et environnementaux. Et ça, c'est génial. Et ça nous a aussi entraîné à changer notre métier parce que nos collaborateurs, jusque-là, ils faisaient le métier de Camif qui existe depuis 47, un métier de distributeur. Donc, on faisait un travail de sélection de l'offre sur des critères responsables, durables, qualitatifs, made in France auprès des fabricants français, mais en travaillant sur les catalogues des fabricants français. Et là, à partir de 2017, pivot. En fait, il faut accélérer parce que notre mission, c'est bâtir un nouveau modèle de production plus responsable, plus circulaire. Et donc, on développe nos propres collections et on devient éditeur. Donc, on est en train de passer de métier de distributeur à un métier d'éditeur. Et ça, c'est la mission qui nous y aide. Et si ça se fait bien, c'est parce que ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui ont décidé de ces choix, de ces orientations et de cette mission. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant parce que voilà, on arrive à nourrir l'innovation parce qu'on a une mission qui est claire et ça se passe bien parce qu'il y a une culture aussi commune qui est bien partagée et qui est vécue par tous.
Ce que j'entends du coup, en fait, je dirais que cette audace, cette vision, elle a pu entraîner aussi une expérience collective qui est aujourd'hui en fait autoportée par les collaborateurs, où les clients sont aussi sollicités, où les partenaires aussi, les fournisseurs sont sollicités. C'est ce qui crée aussi de la performance et vous permet d'avoir toujours ce temps d'avance qui convainc en fait les gens de être engagés dans le projet avec vous et de le porter en fait ensemble. Et c'est aussi là qu'on voit la valeur. Exactement. Exactement. Et là, il y a 2 ans, donc depuis le rachat de la Camif par Maïf, on s'est reposé la question, est-ce que ce serait pas le bon moment pour se reprendre un peu de temps pour reposer notre culture d'entreprise. Donc on a travaillé pendant 9 mois sur les ingrédients de la culture. Donc c'est là où on a reposé l'histoire, les valeurs, la mission, les actionnaires aussi. Moi j'étais actionnaire majoritaire de la boîte avec une culture entreprise familiale et très entrepreneuriale. Maïf, c'est moins entrepreneurial, hein, c'est plus statutaire, voilà, mais ça permet de pérenniser le projet de l'entreprise. Donc il y a des petites différences. Puis j'ai un nouveau directeur général qui est arrivé, donc on sait bien que les dirigeants, ils impriment aussi une culture, une part de ce qu'ils sont devient une part de la culture de l'entreprise. Il y a une forme d'osmose aussi qui se crée, qui est assez belle. Et donc ça nous a permis de reposer avec l'ensemble des collaborateurs ce qui faisait notre culture. Par exemple, nos valeurs. Bon, on a 3 valeurs dans l'entreprise: l'audace, l'agilité et l'attention. L'attention qu'on porte à soi, aux autres et au monde. L'audace, tout le monde n'est pas audacieux dans l'entreprise. Moi, je le suis pas mal, mais tout le monde ne l'est pas. Par contre, ce qui est important, c'est que tout le monde sache que c'est une des valeurs de l'entreprise et qu'il faut donc accepter l'audace. Et qu'il faut donc accepter de la diversité. Et qu'il faut donc, quand il y a quelqu'un qui arrive avec une idée qui est complètement farfelue, qu'on l'écoute et qu'on le juge pas, qu'on soit pas dans le jugement. Parce que c'est ça qui fait la valeur de l'entreprise. Merci Emery et hâte de voir la suite. Merci.